Lady vous écoute vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer de parler de femmes comme à l'accoutumée. Nous sommes dans le cadre du Vendredi Santé, Santé des femmes, et nous vous proposons aujourd'hui femmes et séropositivité, avec des spécialistes de la question, des personnes engagées sur le terrain associatif notamment, auprès des femmes qui sont confrontées à la séropositivité. Je voudrais vous rappeler que nous sommes en direct. Vous allez pouvoir participer à notre émission. Un numéro de téléphone qui va s'afficher 01 45 55 76 87. Mais vous pouvez aussi nous adresser vos courriels à notre adresse internet ladyvousécoute@telesud.com. J'ai le plaisir de recevoir Cynthia Benkoucha. Bonjour Cynthia. Bonjour Lady. Merci d'être revenue nous voir. C'est votre deuxième visite sur notre plateau. Vous êtes chargée de mission Femmes exposées au VIH au sein de l'association Aide. Oui, c'est ça. Merci d'être présente avec nous sur le plateau. Monsieur Zakaria Kafou, bonjour. Bonjour Lydie. Vous êtes secrétaire général de l'association KEASA, laquelle accompagne aussi les personnes confrontées au VIH-Sida. Votre association a été représentée la semaine dernière dans le cadre de notre émission sur le préservatif féminin. Peut-être que ceci explique cela, c'est une belle transition. Et juste à vos côtés, Madame Bernadette Weguera, bonjour. Bonjour Lady. Merci d'être présente. Vous êtes la présidente, la fondatrice, la directrice et la fondatrice, je vais y arriver, de l'association Ikambere. Et vous êtes aussi la fondatrice de La Main Fine, qui est un atelier d'insertion. Je voudrais commencer par vous et vous laisser le soin de nous présenter Ikambere. C'est un mot en langue du Rwanda, voilà, qui signifie... Ikambere, c'est un mot Rwanda, oui. Enfin, je traduis tout simplement par la maison accueillante. La maison accueillante. Voilà. La maison accueillante. Nous avons aussi avec nous Tina qui vient nous parler de l'association Papa, Maman, Bébé que nous avons déjà eu l'occasion de vous présenter. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour nous parler de votre association. Vous avez fait le choix que nous respectons de participer anonymement, mais nous sommes ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau. Et sentez-vous libre aussi d'intervenir au cœur de cette discussion. D'ailleurs, je vais commencer par vous. Papa, Maman, Bébé, pourquoi ces trois ensemble ? Alors en fait, l'association, c'est le comité des familles. Papamamanbébé.net, c'est le site internet. En fait, c'est une association qui a été créée en 2003 par des familles concernées par le VIH et qui est gérée jusqu'à aujourd'hui donc, par les personnes, les familles concernées par le VIH. Merci pour cette première présentation. Nous allons au cours de cette émission parler de plusieurs aspects. Femmes et séropositivité, il y a la question du secret partagé. Est-ce qu'on fait état de sa séropositivité? Et si on veut en parler, avec qui en parle-t-on? En parle-t-on avec son conjoint? En parle-t-on avec ses proches? Avec qui vaut-il mieux en parler d'abord? Autant de questions qui se posent. Comment s'articule la vie de couple lorsque on est confronté à la séropositivité? La question de la maternité, du désir d'enfant. Est-ce qu'on peut avoir un enfant sans risque pour cet enfant, bien qu'on soit séropositive? Et puis, il y a la question du sida, du travail, de l'insertion, de la réinsertion professionnelle. La vie doit pouvoir continuer et c'est avec, justement, les associations présentes sur ce plateau que vous allez avoir certainement quelques pistes pour aller de l'avant. Séropositivité et parentalité, quand on est déjà parent, comment continue-t-on à être maman malgré la maladie, malgré quelques difficultés, malgré aussi le qu'en dira-t-on? Comment gère-t-on toutes ces choses? Comment garde-t-on la tête haute? Et d'autres choses encore que nous avons peut-être oubliées, mais puisque nous sommes avec vous et que vous allez pouvoir participer, c'est l'occasion d'en parler. Alors, je voudrais à vous tous qui êtes là sur le plateau vous demander où en est-on aujourd'hui pour les femmes confrontées à la séropositivité. Je vous laisse prendre la parole, Tina. Oui, donc je vis avec le VIH depuis 10 ans et je suis en couple sérodifferent, c'est-à-dire que mon conjoint il est séronégatif. Il est au courant de ma séropositivité depuis le début et on est dans une démarche, en fait, on voudrait avoir des enfants ensemble. Oui. Donc on s'est bien renseigné. C'est aussi à l'association qu'on a eu toutes les informations. Je suis militante à l'association depuis 2007. Et voilà, donc j'ai compris comment il fallait faire pour éviter de contaminer et le partenaire et l'enfant. Et il y a effectivement, toutes les possibilités sont là pour y arriver.
Alors parlez-nous-en. Première chose, vous dites qu'il est au courant de ma séropositivité avant que l'on soit ensemble, c'est bien cela? Disons, depuis le début de la relation, c'est-à-dire quand on s'est rencontrés, oui. Assez rapidement, c'est-à-dire que moi je suis assez à l'aise avec le sujet parce que même si je ne me montre pas à la télé parce que ça ne regarde pas tout le monde, oui. mais je n'ai pas honte et je n'ai pas peur d'être séropositif. Je prends mes traitements, je vais très bien, mon médecin m'accompagne. Je sais très bien comment éviter de contaminer la personne que j'aime. Et de toute façon, le reste du monde, je ne le contaminerai de toute façon pas. Et voilà, donc j'étais très à l'aise de lui faire part de ma séropositivité et à lui d'accepter ou non. Et je pense que c'est aussi une sorte de preuve d'amour. Bien et sûr. Quand l'amour est là, il n'y a aucune raison de ne pas vivre en couple sérodifferent. Si la personne qui est séropositive prend bien son traitement, il n'y a pas de risque. Le risque est quasiment inexistant de contaminer son partenaire. Alors justement, c'est une question qui concerne les femmes et les hommes dans notre discussion d'aujourd'hui. Il est important de savoir quelle est la réaction d'un homme lorsque vous lui faites état de votre séropositivité, parce que peut-être là aussi, il y a de l'embarras, il y a beaucoup d'idées reçues. Quelle est sa réaction première? Comment reçoit-il cela? Comment réagit-il? Ben, le grand public, il est très mal informé. Oui. Donc, au moment de l'annonce, la personne a l'idée du VIH-Sida des années 80. C'est-à-dire qu'il se dit, ben, dis donc, ça veut dire qu'elle va mourir, ça veut dire qu'elle va être très malade, ça veut dire... C'est toutes ces fausses idées qui font que c'est difficile de parler du VIH-Sida aujourd'hui. C'est sûr que dans la communauté africaine, c'est aussi spécialement tabou. Oui. C'est encore plus difficile. Je sais qu'il y a des couples où le partenaire est d'origine africaine et où c'est encore plus difficile d'annoncer, où les personnes ont vraiment des fois fait le choix de ne pas en parler. Enfin, en tous les cas, quand j'ai informé mon partenaire, je lui ai expliqué en même temps tout ce qu'il en est du VIH aujourd'hui, toutes les avancées. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui peut permettre à la personne de se dire, bon ben, la vie de couple est possible, on pourra fonder une famille. Mais j'ai aussi eu une expérience avant celle-ci où la personne, alors que ça avait l'air de très bien se passer entre nous deux, au moment où je lui ai annoncé, où il a décidé de rompre la relation. Donc c'est vraiment fréquent aussi. Donc c'est pas facile de l'annoncer, mais bon, si on a confiance en soi, moi je pense toujours que la personne qui va partir, elle n'en valait pas la peine. Et la preuve en est qu'aujourd'hui j'ai trouvé celle. J'avais déjà avant ça une relation avec une personne séronégative qui avait accepté ma sérologie, et au final c'est moi qui l'ai quitté, parce que souvent on se dit, bon ben, dans ces cas-là, la personne qui est séropositive, elle a de la chance, elle a trouvé quelqu'un, mais non, on a une vie comme tout le monde, et si on n'est pas heureux, même si l'autre nous a accepté avec notre VIH, on peut toujours aussi le quitter si on n'est pas tout à fait heureux. Et voilà, et donc aujourd'hui j'ai trouvé quelqu'un avec qui je suis très heureuse, et on ne pense pas du tout au VIH, on n'y pense quasiment jamais en fait. C'est tout le bonheur que nous vous souhaitons. Tenez-nous au courant de votre projet d'être maman et comment se passent les choses. C'est avec plaisir que nous voudrions partager cela avec nos téléspectateurs. Je sais que vous allez devoir partir, mais avant cela, vous aurez l'occasion de nous parler à nouveau du comité de famille et puis de papa, maman, bébé. Je voudrais donc en revenir à vous, ainsi que on a bien témoigné Tina sur notre plateau. On peut, tout en étant femme, confrontée au sida, pouvoir continuer à vivre. Et je voudrais vous entendre sur ces aspects-là, de par vos associations. Moi, j'ai été particulièrement frappé par son témoignage. Oui. Parce que je pense que lorsque le sida est né, en quelque sorte, il y avait cette espèce de tabou qui existait. Et je pense qu'au fil des années, il y a une espèce de dédramatisation. Et comme on peut le voir chez Tina, ce grand sourire, elle a parlé de confiance, qui m'a beaucoup touché. Elle est très heureuse. Donc je pense qu'il y a comme une avancée en termes dans la conscience populaire. Le sida n'est plus tabou comme avant. Et je pense qu'on peut vivre avec son conjoint ou sa conjointe sans pour autant parler du sida de façon régulière. Non, je suis assez très content de la voir aussi souriante, de très bonne humeur. Voilà, comme quoi le sida est une maladie comme tout autre. Il n'y a pas à dramatiser comme on le faisait avant, quoi.
C'est donc une belle leçon de vie. Je voudrais, Cynthia, vous demander, vous qui êtes auprès de ces femmes, je rappelle que vous êtes chargée de mission femmes exposées au VIH au sein de Aide. Nous parlez déjà de Aide et puis ensuite des personnes que vous rencontrez, comment vivent-elles cela, comme Tina si présente ou autrement encore? Donc pour commencer, Aide est une association de lutte contre le sida. Elle est reconnue d'utilité publique. C'est la plus grande association de lutte contre le sida en France et en Europe. Elle est représentée sur tout le territoire français et dans les départements français d'Amérique. Donc on est une association de santé communautaire. Donc on part des besoins des personnes pour construire les réponses adaptées à leurs besoins avec les personnes. On a aussi une forte action de plaidoyer, de visibilité des problématiques rencontrées par les personnes pour faire avancer les inégalités, les situations difficiles qu'elles vivent au quotidien. Donc, nous, ce qu'on observe, les femmes, en tout cas, qu'on voit à Aide, effectivement, le témoignage de Tina illustre tout à fait ce qu'aujourd'hui on peut espérer en étant femme et séropositive. Il existe encore des situations où les femmes n'ont pas, du coup, cette chance-là. Plus particulièrement, on dira, mais ce n'est pas exclusif, les femmes issues de la communauté d'origine africaine, parce que le tabou est un peu plus fort, les stigmatisations sont plus fortes, mais on a quand même encore sur le terrain, et je pourrais peut-être détailler un petit peu une action qu'on a menée justement pour arriver à ce que les femmes puissent devenir actrices de leur vie, de leur choix, comme l'illustre Tina. On a monté une action justement de renforcement des capacités d'empowerment, parce qu'on fait le constat que depuis, ça fait des années que les revendications sont à peu près... les avancées sont difficiles. Les revendications des femmes sont les mêmes. Il y a des difficultés. Donc là, les inégalités hommes-femmes se ressentent aussi dans le VIH. Tout ce qui est prise en charge médicale et aussi et gestion des effets indésirables. Enfin, les effets indésirables vécus par les femmes ne sont pas les mêmes que les hommes. Ils sont souvent plus forts, plus importants ou spécifiques et pas insuffisamment, en tout cas, pris en compte par les professionnels de soins. Ce qui fait que certaines femmes, et surtout en France, en tout cas, les femmes ont accès au traitement quand elles sont séropositives et dépistées. Mais néanmoins, beaucoup d'entre elles disent on ne vit pas, on survit. Parce que le traitement a un impact sur la qualité de vie extrêmement néfaste pour beaucoup d'entre elles, pas toutes, évidemment. Le traitement, c'est quand même... je veux dire, il ne faut pas non plus complètement diaboliser le traitement. Mais une prise en charge médicale adaptée peut permettre, en tout cas, d'avoir une vie sans souci. Donc, il y a ces difficultés-là. Il y a le problème de l'estime de soi aussi, qui en prend un coup avec la séropositivité. Donc, il y a aussi tout un travail de retrouver confiance en soi pour pouvoir s'engager aussi dans l'action, pour pouvoir un peu être plus maîtresse de sa vie. Là, les constats aussi que, comme l'illustre Tina, on voit aussi l'effet inverse que, effectivement, dévoiler sa séropositivité, ça conduit aussi parfois à des situations de rejet et qu'il y a tout un travail de sensibilisation encore du grand public, de transformation de l'image de la séropositivité pour effectivement bien faire, même si ça a changé, bien faire comprendre que le VIH aujourd'hui est une maladie comme les autres et que, en effet, les stratégies de prévention, le traitement notamment aujourd'hui, permet une maîtrise considérable de la transmission puisqu'on arrive à un risque avec un traitement efficace sur le long terme, des risques quasiment, une efficacité préventive presque aussi bonne que celle du préservatif. Donc voilà, et puis aussi finalement une bonne connaissance des risques que d'autres personnes n'ont pas. Alors justement, c'est pour cela que nous sommes là. Je voudrais vous rappeler, vous nous regardez, que nous parlons de femmes et séropositivité. Vous avez certainement des questions que vous vous posez. Vous avez peut-être posé ces questions au personnel de santé. Il est important aussi, certainement quelque part, de pouvoir échanger avec une personne confrontée à la maladie, en vous rappelant que nous avons avec nous, dans le cadre de cette émission, Tina, qui est séropositive et qui a accepté de témoigner. Vous avez peut-être des questions à lui adresser, elle ne va pas rester bien longtemps. Donc c'est l'occasion de sauter sur vos téléphones pour parler des choses qui vous préoccupent. Je voudrais, Bernadette, vous donner la parole. Madame nous disait, il y a des tabous qui sont encore, qui ont la vie dure, notamment au sein de la communauté africaine, ce qui n'est pas complètement faux. Et Ikambéré a la spécificité d'avoir pour public, pas essentiellement, mais majoritairement, sauf si je me trompe, un public issu des communautés africaines. Je voudrais que vous vous exprimiez là-dessus. Alors, Ikambéré reçoit des femmes infectées par le VIH et comme vous le dites si bien, majoritairement sont des femmes africaines. Oui. Et notre objectif, en fait, c'est de les accompagner pour accéder à l'autonomie. On accueille les femmes qui arrivent
sans rien, sans carte de séjour, sans logement, sans ressources, qui sont démunis alors de tout. Et nous, notre objectif, c'est de les accompagner dans l'insertion sociale et professionnelle, en commençant par les démarches administratives, jusqu'à ce que chaque femme accède à l'autonomie. C'est un travail de longue haleine, hein. Alors, on a beaucoup d'activités justement qui permettent à ces femmes d'être autonomes et aussi de restaurer leur image. On a par exemple l'activité de sport. On a l'activité de socio-esthétique. En photo, d'ailleurs, vous avez bien voulu nous apporter quelques images pour illustrer vos propos. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu les ouvrir. Oui, on a pu les ouvrir. Voilà. Alors, on a donc tous les mercredis, tous les vendredis, à 12h30, pendant 1 heure, on a un coach qui vient, qui travaille avec les femmes. Et c'est très, très intéressant. Parce que le sport, ça déstresse aussi. Bien sûr. Ça permet aux femmes de déstresser, vraiment le bien-être, quoi. Et c'est très, très intéressant de voir une femme de 50 ans, de 60 ans sur les machines en train de faire... de se réconcilier avec elle-même, peut-être? Bien sûr, oui. Et cette activité avec l'activité de socio-esthétique, de restaurer l'image de soi, sont des activités vraiment très, très intéressantes pour nous. Et puis, on a la convivialité tous les jours. On a un repas à midi. Les vendredis, par exemple, là, c'est le yoga, par exemple. Oui. Et ce sont vraiment des activités qui permettent aux femmes de prendre conscience de leur corps. Et ça, c'est bien parce que petit à petit, elles réapprennent certaines choses qui, lors de l'annonce, ne comptaient plus, n'avaient plus de sens. Et donc, tous les vendredis, des fois, 70 femmes viennent parce qu'on distribue des colis alimentaires. Je ne sais pas si j'ai pu vous envoyer la photo des colis aussi. Peut-être. Et donc, ça permet aussi de faire le sport, ça permet aussi d'échanger, ça permet de partager un repas. Ça, c'est la photo de socio-esthétique, de l'esthéticienne qui prend des soins. Alors, elle peut prendre des soins des mains, du visage, des pieds. Et vraiment, ce qui est intéressant aussi, c'est le travail individuel qu'on fait avec chaque femme. Oui. Au niveau diététique, par exemple, notre diététicienne fait des rendez-vous individuels pour voir quelles sont les habitudes alimentaires de chaque femme. Et pour justement leur permettre d'éviter, ça c'est l'atelier de socio-esthétique, pour justement leur permettre de bien manger, d'éviter par exemple le gras, d'éviter des choses qui va les embêter dans leur alimentation, donc adapter l'alimentation peut-être au traitement. C'est pareil, la socio-esthéticienne aussi prend le temps de prendre des rendez-vous individuels pour faire avec chaque femme quelle est sa peau, comment se présenter, par exemple, pour aller chercher du travail, comment s'habiller. L'image de soi, c'est très, très important chez nous. Et on fait beaucoup d'activités. On fait la couture aussi, qui a permis justement d'évoluer en chantier d'insertion. Et la coiffure aussi, qui a permis aussi d'évoluer vers le chantier aussi, parce qu'on a des ateliers en chantier. Et vraiment, les activités que font les femmes ensemble sont des activités qui leur permettent d'évoluer d'abord au niveau personnel. Après, nous avons aussi d'autres projets, le projet d'insertion professionnelle, justement, pour accompagner chaque femme, à élaborer son CV, quel est son projet professionnel, qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Malgré tout. Femme, malgré tout. C'est assez intéressant que vous ayez commencé par présenter ces aspects purement féminins, parce que, oui, la maladie est là, mais la vie doit pouvoir continuer. Nous allons prendre au téléphone notre première téléspectatrice. Vous êtes Assurène. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Nous vous écoutons. Moi, j'aimerais féliciter la dame qui est venue témoigner, même si ce n'est pas un visage découvert. Oui. Donc, c'est déjà, je veux dire, un acte de bravoure qu'elle fait en venant ici donner des conseils aux gens. Mais seulement que j'aimerais attirer l'attention des gens sur le plateau, c'est que la séropositivité dans le domaine, dans le milieu africain est mal compris. Je sais pas, si d'autres ont fait le constat comme moi, j'ai remarqué que dans le milieu africain, on a peur du sida, on a peur du VIH, mais en même temps, on ne prend pas les précautions qu'il faut. Il y a le problème de la polygamie, par exemple. Quand on sait que les hommes polygames, même ayant
de nombreuses femmes à la maison ne s'empêchent pas d'avoir des maîtresses à l'extérieur. Et ces quelques femmes qui, ma foi, sont coépouses, des fois ont des relations extra-conjugales. Donc, c'est bien beau d'avoir peur du sida, mais en même temps, il faut savoir comment pouvoir l'éviter, il faut se donner les moyens. Les Africains ont peur du sida, mais en même temps ne prennent pas les précautions qu'il faut. Et jusqu'aujourd'hui, j'avoue qu'il y a même des gens qui se disent intellectuels, qui ont un niveau d'études assez élevé, mais qui ne prennent toujours pas les précautions. Et très souvent en Afrique, c'est même ceux qui n'ont pas fait d'études qui acceptent en fait les séropositifs. C'est un peu bizarre, quoi. C'est pas comme en Europe. En Europe, bon, les gens ont fait des études, les gens, certains sont au courant de la maladie, ils rejettent pas forcément leurs voisins ou leurs collègues ou leurs amis. Mais par contre, en Afrique, vous avez des gens qui sont instruits, qui ont des bacs +5, +10, mais qui malheureusement ne connaissent pas bien la maladie. Et ce sont ceux-là même qui rejettent les gens. Donc, ce qui est un peu pitoyable dans cette affaire, c'est que on a peur de la maladie, mais on ne veut pas l'éviter. On ne veut pas prendre des précautions. Merci, madame, pour votre appel. Je voudrais vous laisser réagir dessus avant de revenir à Ikambere. Madame dit qu'il y a des tabous au sein de la communauté africaine. Les gens n'ont pas les bons réflexes, même s'ils ont la connaissance de la situation. Et justement, c'est l'occasion aussi de parler de KEASA, qui est l'association pour laquelle vous êtes secrétaire général. Absolument. Comment accompagnez-vous concrètement le grand public sur ce point-là? D'accord. Alors, j'aimerais rebondir très rapidement sur ce que la dame a dit. Alors, déjà, selon les chiffres précis, il y a 33 millions de personnes séropositives dans le monde. Et en Afrique subsaharienne exclusivement, nous avons 24 millions de personnes, ce qui montre un peu l'intensité du domaine au niveau de l'Afrique. Alors, lorsqu'elle a dit comme ça que la polygamie, pas mal de choses causent un peu cette espèce d'insouciance vis-à-vis du sida, ce n'est pas complètement tort. Mais j'aimerais aussi rejeter un peu la faute sur les campagnes de prévention, notamment en Afrique subsaharienne, qui sont extrêmement manquantes. Il n'en a quasiment pas. Quand vous voyez des publicités dans des magazines autant féminins comme masculins, il n'y a quasiment pas de campagnes préventives qui sont faites à l'égard autant des hommes que des femmes. Donc je pense que c'est un facteur qui peut peut-être expliquer cette espèce d'insouciance que nos hommes ou nos femmes en Afrique subsaharienne peuvent avoir vis-à-vis du sida. Alors pour revenir très rapidement sur notre association KEASA, alors, elle est toute jeune, contrairement à Aide de Cynthia, je pense que... Oui, Ikambere a quand même 12-15 ans au compteur, dites-nous. Oui, voilà, oui, quand même, donc, je pense qu'il y a quand même une excellente différence. D'accord. Et Aide, tant que nous y sommes 84. 84. Ah oui, d'accord. 27 ans. Voilà. 27 que des grandes filles. Ah bah, c'est clair, je pense que je suis un petit peu le cadet, on va dire, comme ça. Voilà. Oui. Alors, donc, KEASA existe depuis 2010. Donc, c'est une association à but non lucratif qui s'occupe des malades du sida, notamment des femmes immigrées. Alors, comme la sœur, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, vient de l'évoquer, le problème au niveau de KEASA, le problème auquel on est confronté, ce sont précisément les femmes immigrées d'Afrique subsaharienne qui viennent et qui sont malheureusement ce qu'on appelle communément les sans-papiers. Et donc, qui n'ont pas, si vous voulez, cette espèce de connaissance pour tout ce qui concerne les démarches administratives de prise en charge. Et donc, ces personnes-là sont beaucoup renfermées autour d'elles. Et donc, c'est d'autant plus difficile de les faire ressortir de leur cocon et de leur expliquer que le VIH est une maladie comme toute autre. Et il ne faut pas mettre cette espèce de barrière administrative pour éviter de se faire soigner. Et donc, nous, au niveau de KEASA, qu'est-ce qu'on fait? On fait un accompagnement. On n'est pas des spécialistes, des médecins, mais je pense que... Vous orientez? Absolument, voilà. C'est une espèce d'orientation, comme vous le dites, d'orientation, d'accompagnement tant psychologique que social. Parce que comme notre interlocutrice vient de le dire, c'est très difficile d'avouer sa séropositivité. Et donc déjà, il y a une espèce de relation de confiance qu'il faut insérer dans la patiente. Il faut lui faire comprendre que le sida est une maladie comme toute autre. Il n'y a pas à dramatiser. L'accompagnement administratif, social, familial. Et aussi au niveau de KEASA, on a aussi des activités sportives comme chez vous. On accompagne régulièrement tous les jours, du lundi au vendredi, des personnes atteintes du VIH-Sida. Les démarches administratives sont faites par nos soins, en compagnie de certains avocats qui nous accompagnent effectivement.
Et il y a pas mal d'accompagnement socio-éducatif qui est pris en charge justement dans les personnes atteintes du VIH/SIDA. En rappelant donc tous ici présents, vous avez des adresses internet qu'on va pouvoir voir à l'écran. Donc pour Keasa, c'est www.keasa.com. Vous êtes à Rueil-Malmaison, en région parisienne, dans le 92. Ikambéré se trouve à Saint-Denis. Une adresse internet aussi, www.ikambéré.com. Ceci pour les personnes qui voudraient continuer à en savoir plus. Et aide, www.aide.org. Vous êtes dans le cœur de Paris même? Le siège est à Pantin, mais comme je l'ai expliqué, on a des lieux de mobilisation partout en France. Donc, vous pouvez aller sur le site internet, vous trouver un numéro national qui vous permettra d'être orienté vers le lieu de mobilisation le plus proche et de bénéficier des actions type aussi d'accompagnement, de renforcement. Voilà. Donc après, alors, je voudrais, Tina, qu'on revienne sur un point avant que vous nous parliez de l'association. Je voudrais, monsieur nous dit ici, on n'a pas forcément le courage d'avouer sa séropositivité. Qu'est-ce qui vous a donné ce courage? Parce que, comme le disait la téléspectatrice, ça n'est pas facile. Quand est-ce que s'est fait le déclic entre le moment où vous avez su que vous étiez malade et le moment où vous commencez à en parler sans complexe? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à ce stade-là? Alors, je pense que ce n'est pas une question d'avouer sa séropositivité. D'en parler. On l'annonce, en fait, on en parle. Déjà, d'en parler à qui? C'est la question. Moi, quand je l'ai appris, j'étais encore dans le cabinet du médecin. J'ai appelé mon conjoint, je lui ai annoncé par téléphone. Je ne me suis pas posé la question si je l'annonce ou non à mon conjoint. Donc ça, c'est un peu une question peut-être de conscience, mais aussi peut-être de culture ou d'estime de soi. Enfin, ça, c'est par rapport aux partenaires. C'est bien sûr important de l'annoncer parce que c'est la personne qui concrètement est concernée par mon VIH. Le reste du monde n'est pas vraiment concerné, que je sois séropositif ou non. Oui. Ça ne change rien pour même ma famille. Enfin, je peux leur dire, mais il n'y a pas une obligation. C'est-à-dire on a une obligation envers personne, mais envers le partenaire, c'est différent. Oui. Maintenant, d'en parler sur le plateau télévisé ou à la radio, ça c'est en fait... moi aussi, je pars de ce constat qu'il y a beaucoup de tabous et je pense que comme les autres invités, une fois qu'il y a un constat, moi en tout cas, j'avais cette volonté de faire évoluer les choses, de ne pas rester à un constat. Et effectivement, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la parole d'autres femmes. Donc, même pour comprendre que je pourrais être maman, pour comprendre comment ça va se passer dans mon couple, pour comprendre comment je vais vivre avec. Parce que même les médecins qui nous expliquent, c'est difficile de vraiment leur croire, en fait. Ils nous expliquent, oui, mais vous pourrez avoir des enfants. Pas tous les médecins, mais certains ont quand même compris que c'est important d'en parler. Mais on ne réalise pas vraiment ce qu'ils sont en train de dire. Moi, j'ai vraiment compris que c'était possible quand j'ai rencontré d'autres mamans. C'était au comité des familles. Ça m'a énormément marqué. C'était vraiment un jour important dans ma vie quand j'ai vu pour la première fois de mes propres yeux des mamans séropositives expliquer comment elles ont fait, en fait. Et bien sûr aussi les papas, en fait, l'ensemble de la famille en train d'expliquer comment ça s'est passé pour justement permettre à d'autres personnes séropositives d'accéder à ce bonheur, en fait. Donc c'est cette volonté de ce que j'ai reçu d'autres personnes concernées, ce partage de bonheur et cette possibilité de moi aussi prévoir un avenir tel que je l'ai toujours rêvé, parce qu'avant d'être séropositif, déjà j'avais envie d'être maman. Oui. Voilà, et maintenant j'ai aussi envie d'expliquer à d'autres personnes qui apprennent qu'elles sont séropositives que de ne pas abandonner leur projet. J'ai aussi envie que le regard de la société change, parce que c'est ça pour des personnes séropositives aujourd'hui qui est le plus difficile, c'est le regard de la société. Si aujourd'hui je ne suis pas sur le plateau, c'est que si j'étais sur le plateau, peut-être que demain il y a des personnes qui ne me parleraient plus, peut-être que on me regarderait comme la personne séropositive et pas comme Tina, comme je le suis aujourd'hui.
Voilà. Alors, le comité des familles, vous nous avez rappelé que c'est sur Internet Papa, Maman, Bébé. C'est un site Internet, mais le comité de famille se trouve où à Paris? Alors, notre local est dans le 19e. Oui. Voilà, et on a en fait des correspondants dans toute la France métropolitaine et aussi dans les DOM. Donc on essaye d'être présent un peu partout parce qu'on sait qu'il y a des familles dans toute la France qui ont besoin d'échanger leur expérience. Mais le local vraiment d'accueil, il est à Paris. Alors, avant de partir, que souhaiteriez-vous adresser aux femmes et aux hommes? Quel message pour chaque catégorie de population par rapport à la séropositivité en général et puis celle des femmes en particulier? Mais pour ceux et celles qui apprennent qu'elles sont séropositifs, je sais comme l'annonce est extrêmement difficile, on pense à la mort, c'est un jour horrible, c'était peut-être le jour le plus difficile de ma vie. Mais je leur souhaite de réussir à dépasser cette souffrance, ce moment d'horreur qu'on vit comme un moment terrible et de retrouver confiance en la vie et en eux-mêmes. Et voilà, et de ne pas abandonner leur projet, mais de se battre pour vivre une vie heureuse comme je le vis aujourd'hui. Et les hommes, que leur diriez-vous? Alors les hommes... les conjoints des femmes séropositives, oui. C'est les hommes séropositifs qui vivent avec une femme séronégative ou en couple. Enfin, il y a tout cas de figure. En tout cas, pour les hommes, c'est un peu difficile en fait parce que quand on pense homme séropositif, on pense homo. Donc en fait, les hommes séropositifs hétérosexuels en fait sont un peu ont une place un peu difficile. Donc vous aussi vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'échanger, donc là aussi ne restez pas cachés, ne restez pas dans la honte parce que je pense que c'est vraiment spécialement dans cette situation quelque chose qui est vécu avec beaucoup de honte et là, pareil, les projets de vie de famille, tout est possible. Ne restez pas cachés, mais venez vous informer. Au comité des familles, en tout cas, on accueille vraiment tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Il y aura d'autres hommes qui vivent avec le VIH ou avec une femme séropositive qui seront là pour vous écouter, échanger et... Je voudrais vous laisser partir, mais à regret, avec une dernière question. Qu'attend une femme séropositive de son conjoint? Dites-nous-le pour que ces messieurs le sachent. D'être vue comme une femme disons, de ne pas penser au VIH, d'être vue comme une femme, désirée comme une femme qui est séronégative, de pas... que le virus n'est pas le centre de nos préoccupations, voilà, et bien sûr aussi de nous soutenir quand il y a des moments difficiles, peut-être des fois par rapport à des situations dans la vie où on a pu être rejeté par rapport à la famille ou d'être là aussi pour en parler, donc de ne pas en faire un tabou non plus dans le couple, mais qu'on soit désiré comme toute autre femme. Merci vraiment d'être venu. Je vais vous libérer. Merci d'être venu et tenez-nous encore une fois au courant de ce projet de maternité. Nous allons donc reprendre avec notre téléspectateur au téléphone et ensuite je voudrais en revenir à Ikambere sur ce que vous faites, comment vous faites, quels sont les besoins de ces femmes. Cynthia a une vidéo que Aide a réalisée avec des femmes qui vont faire des témoignages. Nous allons regarder cela. Monsieur, vous êtes à Toulouse, bonjour. Oui, bonjour Lily. Je voulais juste dire que si les personnes infectées par le VIH se cachent, c'est tout simplement parce que la maladie, dès les années 81, la maladie a été tellement diabolisée, mais je pense que le sida, le VIH n'est pas une calamité. Il y a bien plus de maladies qui fait des ravages, plus comme le paludisme, comme le cancer. Donc il y a bien des maladies dans ce monde qui sont plus dangereuses que le sida. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la maladie a été tellement diabolisée que même les personnes qui sont infectées sont obligées de se cacher. Mais je pense qu'elles n'ont pas le droit aujourd'hui de se cacher de leur positivité. C'est tout à fait normal, c'est une maladie comme tout autre, il faut qu'on l'accepte. Voilà ce que je voulais dire.
Merci, merci monsieur pour votre appel. Bernadette, pas Bernadette Ikambéré, non, Bernadette, virgule, Ikambéré accompagne donc des femmes. Et vous avez là commencé à énumérer ce que vous proposez. Je disais qu'il était important effectivement d'avoir commencé par tout ce qui concerne la féminité en général. C'est parce que c'est aussi la légitimité de celles de ces femmes qui sont concernées par la séropositivité que de pouvoir aller de l'avant, se réconcilier avec leur physique, avec leur psyché, comme disaient les psychologues, pour pouvoir aller de l'avant. Et puis après, il y a les choses concrètes, le logement, l'accès aux soins, le travail. Et c'est en cela que la main fine est importante. Alors, la main fine. Alors, la main fine, c'est un chantier d'insertion qui a commencé, qui a été donc agréé à chantier en 2003. Aujourd'hui, on a 16 postes. Pour nous, c'est une victoire parce que c'est autant de femmes qui sont insérées rapidement. Ce chantier permet à ces femmes d'avoir une expérience professionnelle. Je rappelle que ces femmes, en fait, les 16 femmes, leur salaire est financé par l'État. Et les contrats, nous, on les a mis sur 1 an pour permettre à plusieurs femmes de passer. Et pendant cette année-là, chaque femme est accompagnée individuellement d'une manière très assidue pour qu'elle puisse, en fait, accéder à un travail plus stable. Donc, ça veut dire qu'on va travailler le projet professionnel de chaque bénéficiaire, l'envoyer dans des formations, et puis lui chercher du travail. On peut trouver des CDI, souvent on décroche des stages qui aboutissent au CDI, des CDD. Mais en tout cas, c'est vraiment un pas vers l'insertion sociale et professionnelle. Et donc, on a 2 chantiers aujourd'hui, un chantier de couture et un chantier de coiffure. Couture avec 10 postes et coiffure avec 6 postes. Et voilà, et le chantier se trouve à Saint-Denis, au 22 rue Jean Jaurès, la couture, et 30 rue de Strasbourg, à Saint-Denis toujours, pour la coiffure. Et on coiffe très, très bien. Vous avez été coiffée par les filles de la main fine. Oui, exactement. Ah, c'est excellent. Nous allons justement partir dans le 93 avec une dame au téléphone. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis madame Dambélé. Oui, nous vous écoutons. Ok, je suis madame Dambélé, j'appelle de la France dans le 93 à Stan. Au fait, je voulais participer dans l'émission, mais le problème, j'ai un peu d'accent dans mon... Je sais pas, j'ai un peu d'accent. Je vous excuse, je m'excuse pour ça. Par contre, je voulais parler à propos du VIH-Sida, parce que moi, j'ai une grande sœur qui est décédée par la suite de Sida, mais je voulais participer parce que j'ai vu une dame j'ai entendu une dame au téléphone, sa parole, ça m'a beaucoup touchée. Par contre, parce que les sensibilisations, on parle toujours de la jeunesse à la télé. Il n'y a pas que la jeunesse seulement. Il faut qu'ils parlent un peu désolé de vous dire, de nos papas qui sont infidèles dans la famille. Moi, ça m'est à nos grands frères, ça me gêne beaucoup. Par contre, ma grande sœur qui est décédée, son mari, il avait 3 femmes. Donc, ma sœur, elle avait 3 enfants. Mais en ce moment-là, je suis partie en Afrique en 2009. J'ai trouvé ma sœur, elle était gravement malade. Elle ne peut plus se lever. Elle était vraiment... Ses jours étaient comptés. Donc, là, j'ai pris tous ces enfants. Je les ai amenés à l'hôpital. On a fait des dépistages, tout ça. Bon, on a trouvé que les enfants, ils étaient en bonne santé. Surtout la petite, la toute dernière, elle avait 4 ans. Donc, elle avait en bonne santé. Mais la maman, elle avait des sida. Par contre, le papa qui était décédé en 2 ans en avance, donc il est décédé ensuite de sida. Sa femme aussi. Donc, par contre, moi, j'ai toujours dit, peut-être c'est des hommes qui sont infidèles ou je ne sais pas quoi. Parce que comment ça veut dire que la maman... Le papa, il porte la maladie, la maman aussi pareil, mais l'enfant de 4 ans, elle n'a rien. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ça ne concerne pas que les jeunes seulement.
ça concerne même je sais pas quoi dire, quoi, les chefs de famille et tout ça, il faut qu'on parle de ça. Merci, merci madame pour votre témoignage. Merci vraiment. Je voudrais que vous réagissiez à cette question de campagne. Vous parliez de campagne et de sensibilisation en direction donc des hommes. Les jeunes sont beaucoup trop ciblés, nous dit madame, et au détriment un peu des adultes qui ne se sentent pas concernés. Tout à fait, oui. Je pense que, comme elle a dit, elle a insisté beaucoup plus sur le facteur infidélité. C'est un facteur parmi tant d'autres. Je respecte complètement son choix. L'infidélité des hommes, peut-être aussi des femmes. Hein. Bon, ça se discute. Encore qu'il y a des chiffres. Hein. C'est pas que ça se discute, c'est qu'il est établi. Vous me direz si je me trompe que les femmes, souvent, c'est dans leur lit conjugal que le sida viendra les trouver. Voilà. Mais il y a aussi d'autres facteurs, d'autres causes qu'il faut aussi prendre en compte. Hein. Et puis, comme je le disais, les campagnes de sensibilisation qui manquent extrêmement. Il est aussi à rappeler que le préservatif féminin a été créé à l'origine des années 2000. Aujourd'hui, ce préservatif, non seulement il coûte 3 fois plus cher en termes de fabrication, et en plus, il est extrêmement rare dans les lieux classiques de production, c'est-à-dire dans les pharmacies, dans les lieux de distribution. Et pire encore, dans les villages et les campagnes. Tout à fait, tout à fait. Moi, je me rappelle très bien, j'étais allé chez moi en Côte d'Ivoire, et quand on parle de préservatif féminin, c'est tout de suite, on se dit, mais c'est quoi ce truc-là? C'est quand même bizarre. On connaît beaucoup plus le préservatif masculin. Mais quand on parle de préservatif féminin, on se dit... Alors, le masculin, justement, on le connaît très bien, il est partout. Mais est-ce que les hommes s'en servent? Justement, une campagne très forte a été faite là-dessus à l'origine des années 2000, à l'origine des années 90, pardon, lorsque le sida a eu pignon sur rue, on va dire ça comme ça. Par contre, pour tout ce qui concerne le préservatif féminin, il n'y a pas eu de campagne vraiment forte. Et même dans les magazines féminins, même au niveau des féministes très engagés, il n'y a pas cette espèce de revendication. Alors que je pense qu'une femme aussi... Ah bah voilà, une femme aussi Sur ce plateau, je peux vous dire qu'il y en a sous toutes les tables, tous les jours. Je pense aussi que les femmes doivent aussi apporter leur pied à cet édifice en disant, moi je porte le préservatif féminin, comme ça, même si l'homme refuse de prendre un préservatif masculin, bon, je pense qu'on a tous un mot à dire là-dessus. Bon, on peut accuser avec cette espèce de vigueur l'infidélité des hommes, ça je suis complètement d'accord, mais je pense aussi qu'il faut le prendre de part et d'autre au niveau non seulement des campagnes de sensibilisation et aussi d'imposer une espèce de campagne très forte sur tout ce qui concerne les préservatifs féminins. Parce qu'il est aussi important de rappeler que la femme a 3 fois plus de chances d'attraper le VIH-Sida que les hommes. Ça, c'est démontré par tous les tests. De par son anatomie, les muqueuses et tout cela. Alors, donc, justement, c'est l'occasion, avant d'en venir à cette vidéo que je vous laisserai commenter, je voudrais vous demander, Ikambere ne reçoit que des femmes. Est-ce que le public qui vient vous voir, il y a des hommes aussi qui viennent? Ou est-ce que vous ne recevez que des femmes? Qu'en est-il exactement? Alors, demain, on organise une rencontre homme-femme. Oui, justement, parlez-en. Voilà. C'est un rendez-vous, le grand public est convié. Voilà, c'est les hommes et les femmes pour que justement les femmes rencontrent les hommes qui sont séropositifs. Seulement c'est plus facile dans le couple. Alors, nos femmes souhaitent avoir des hommes qui ont le même problème pour ne pas avoir à être rejeté plus tard. C'est du communautarisme, non, comme on dit en France. Mais comme elle a expliqué, Tina, c'est pas évident pour une femme séropositive d'avoir un homme qui est négatif, qui est séronégatif, et qui, au bout du compte, va dire j'ai peur, ou qui prend des soins qui vont culpabiliser la femme à chaque fois, à chaque acte sexuel ou même à chaque geste d'affection. Oui. Et donc, les femmes disent, je préfère avoir un homme qui est comme moi, comme ça. Il ne faut pas oublier que, par exemple, il y a des formations physiques, les femmes en parlent beaucoup. Et alors, si le corps est déformé, que l'autre demande, pourquoi tu es comme ça? Et c'est pour ça que les femmes souhaitent vraiment rencontrer des hommes qui sont comme elles. Alors, nous, à Ikambere, on n'accueille que les femmes qui sont infectées par le VIH, justement pour leur permettre de parler, de s'opposer, d'échanger les expériences. Si un homme séropositif vient à votre porte, qu'est-ce que vous lui dites? Vous le redirigez vers une autre structure? Voilà, exactement. D'accord. Vers Aide, il y a d'autres associations aussi. Alors, on travaille beaucoup avec Aide. Avant, il y avait APA, je ne sais pas ce qui se passe. Et les petits bonheurs aussi. Mais nous, on ne fait pas un travail d'accompagnement des hommes. D'accord. Ponctuellement, si un médecin nous appelle pour une urgence, on peut peut-être débloquer une situation, si on a les moyens, mais on n'accompagne pas les hommes. D'accord, c'est un choix qu'on doit pouvoir respecter. Nous allons donc rapidement prendre monsieur à Nice. Nous vous écoutons et puis je voudrais que Aide nous parle de ce travail que vous avez fait et de la vidéo que nous allons voir. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour Lily. Bonjour monsieur. Je vais poser une question aux dames.
pourquoi on pense seulement que c'est l'homme qui mène juste une relation extra-conjugale? Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne sont plus fidèles. On vit dans un monde où l'infidélité est partagée, que ce soit l'homme ou la femme. Il n'y a pas que l'homme qui peut apporter le sida à sa femme, il y a aussi la femme qui peut apporter le sida, le VIH à son mari. Donc aujourd'hui, c'est un problème d'infidélité qui est assez complexe. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les femmes trompent le mari, comme les hommes aussi trompent le mari, c'est partagé. Aujourd'hui, il n'y a plus que c'est l'homme qui m'apporte le VIH. Non, c'est monsieur, madame, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Merci, monsieur. Alors, vous voulez réagir, rebondir sur ce qu'il nous dit? Je veux bien réagir parce que je pense que ce genre de sujets et de discussions sont assez délicates en effet et que le risque est de, effectivement, enfermer ou généraliser des comportements. Effectivement, comment dire, le partenariat multiple n'est pas l'apanage exclusif des autres. Après, il y a quand même socialement, culturellement, une tendance qui va vers ça et néanmoins des données, comme vous l'expliquiez, Lady, qui montrent bien que effectivement, les hommes, et peut-être est-ce l'héritage de la polygamie, on va dire, dans les communautés africaines, sans pour autant les stigmatiser, et c'est vraiment ça qu'il faut éviter. La stigmatisation, c'est culturel avant tout, amène vers un multipartenariat plus important, y compris en France. Alors, multipartenariat pour la compréhension de tous, ouais, un homme, plusieurs femmes. Un homme, plusieurs femmes. C'est rarement une femme, plusieurs hommes. Ça existe, bien sûr, mais c'est pas ce qui est courant. Chez les hommes français aussi, enfin, nés en France, oui, dites-le-leur à nos camarades syndicats africains, ça va leur faire plaisir. Mais quand même, on voit, d'après les études qui ont été menées, que les hommes issus de la communauté africaine en France sont plus adeptes, on va dire, des bureaux, des multiples bureaux, que, alors, après on peut dire peut-être qu'il y a plus de tabous chez les personnes blanches nées en France, etc., c'est possible. Mais quand même, il y a des données qui montrent que c'est un facteur de risque qui expose les femmes, et en Afrique y compris, on voit effectivement que le VIH est quand même a été transmis par le conjoint. Et avant que vous ne soyez attaqué là-dessus, je précise que vous avez dit que les hommes sur la Lune en France et partout dans le monde aussi. Voilà, et alors donc c'est ça, c'est-à-dire que là où il faut être très vigilant, c'est de ne pas enfermer les femmes dans une catégorie, dans la catégorie victime, et les hommes dans la catégorie bourreau, parce qu'on est tous, individus que l'on soit, soumis à ces conditionnements, on va dire, culturels qui font qu'on a cette attitude ou cette autre, etc. Donc l'idée, c'est essayer justement de questionner tout ça, de questionner les représentations qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres, les hommes vis-à-vis des femmes, les femmes vis-à-vis des hommes, d'essayer de travailler ensemble parce que les hommes c'est pareil, sont eux aussi, entre guillemets, victimes de tout ça. Et on le voit parce que, notamment, c'est ce qu'on observe dans les pays africains, bien que je ne sois pas une spécialiste de la question, mais un accès aux soins plus compliqué, parce que c'est aussi une question de normes. On ne veut pas trop s'afficher dans un centre de soins, on ne veut pas s'afficher dans une file de personnes qui vont faire un dépistage de VIH/SIDA, parce que voilà, et que les hommes aussi, c'est le rapport à la sexualité, les hommes sont valorisés par le nombre de leurs conquêtes féminines, les femmes non, si elles ont plusieurs conquêtes masculines, sont plutôt huées, jugées, je vais éviter les mots, mais voilà, filles faciles, alors qu'un homme c'est plutôt le don Juan, etc. Et tout ça, ça amène à des prises de risques aussi bien auprès des hommes qui vont multiplier les conquêtes, et eux aussi s'exposent à des risques, et que les femmes qui, elles, vont aussi être dans une situation peut-être un petit peu, entre guillemets, pour pas non plus choquer, passive, et être moins en force d'affirmation dans ses choix, dans sa sexualité. Et tout ça, ça expose chaque individu à des facteurs de risque. Et pour les raisons que vous avez expliquées, effectivement, biologiquement, les femmes sont quand même plus à risque d'une contamination par le VIH. Donc effectivement, il ne faut pas enfermer, il ne faut pas stigmatiser. Il y a quand même néanmoins des choses qui dominent et que les études ont montré aussi. Donc il faut faire avec et essayer d'avancer ensemble, hommes et femmes, pour que la prévention, que la situation évolue pour chacun. Monsieur, vous êtes à Tarbes, nous vous écoutons. Oui, je voulais juste réagir par rapport au propos de la dame sur le plateau qui est en train de parler. Une fois encore de plus, on nous démontre encore que la maladie elle est plus porteuse chez les Africains, ce sont les Africains qui l'ont apportée. Comme on a toujours dit, ce sont les Africains aux Zaïre, tout ça. Mais ce que cette dame, ce qu'elle oublie,
Ce qu'elle dit, parce qu'on a entendu stigmatiser les Africains, c'est qu'oublie la dame, que le sida a été développé dans les laboratoires en Afrique du Sud pour pouvoir détruire tous les Noirs sud-africains, parce qu'il fallait prendre ce pays. Voilà. Maintenant, à chaque fois qu'on parle d'une maladie, quelque chose qui est mauvais, c'est tous les Africains. Je suis pas d'accord avec la dame qui vient d'intervenir tout à l'heure. Ce qu'elle dit n'est pas sérieux. Moi, j'ai vécu 2 ans à Monaco. Je connaissais des couples européens, des Français qui avaient des femmes sur Cannes. Je connaissais 5 couples qui étaient mariés, une femme à Cannes, une à Monaco. Arrêtez de raconter souvent des Ne dites surtout pas de nom, hein, quand vous y êtes. Les mêmes chroniques des Africains. Voilà ce que je veux dire. Merci, monsieur, pour votre appel. Mais il me semblait que vous enfonciez là une porte ouverte. Donc, pour en revenir quand même à ce qui nous préoccupe fondamentalement et pas aux petites polémiques de comptoir, je voudrais que nous regardions cette vidéo de femmes qui donc s'expriment sur la question. Je sais qu'on a 3 éléments en régie. Oui, c'est bien la vidéo qui s'intitule « La piscine », où des dames parlent de ce qu'elles voudraient. Hein. Tina est partie, elle était notre témoin anonyme sur le plateau. Mais ces dames-là expriment donc ce qu'elles, leur ressenti et leur vécu. Regardez avec nous, à tout de suite. There's a long, long road to reach your house, and I arrived just before the sunset. And you said, welcome with your eyes. And we said, je suis séropositive, mais pas une victime. Après tout, il s'agit de ma vie. Je veux qu'elle soit positive. Laissez-moi vivre. À cause de votre regard, je reste encore dans l'ombre. Alors je vous le répète, laissez-moi vivre. Et pourquoi tu viendrais pas te baigner après nous? L'eau n'est pas plus sale. Vivant avec le VIH, le regard des autres, je dois en faire abstraction et être plus forte que les préjugés. Vous voyez, la séropositivité, ce n'est pas une fatalité. Alors regardez-moi, ne suis-je pas une femme active? Si. Putain, mes enfants me verraient. Je suis une personne, pas seulement une charge virale des CD4. Regardez-moi, écoutez-moi, parlez-moi. Écoute-moi, parle-moi, regarde-moi. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste.
disance, donc, c'est dire ce qu'on a envie d'exprimer, on pensait ne pas pouvoir dire. Alors, juste, il y a eu un petit problème technique avec les vidéos, donc j'invite les personnes qui sont intéressées à aller sur Dailymotion, par exemple, dans le moteur de recherche rencontre FSA, comme Femmes séropositives en action. La piscine a été coupée, il y a d'autres choses, et puis le clip parce que c'était 3 clips différents, donc, et le clip sur les effets indésirables aussi, des femmes se montrent visibles, on n'a pas vu leur visage, donc c'est aussi tout l'intérêt de ces clips. Donc, effectivement, peut-être pour revenir rapidement sur le projet, avant de définir la disance, oui. C'est un projet qui invitait les femmes, c'était face au constat qu'on observe depuis longtemps, à des avancées difficiles. On a voulu mettre en place une action aussi à la demande des femmes qui viennent dans nos accueils, une action qui passe des revendications à la transformation sociale. Donc on a travaillé à partir de leurs besoins pour agir, pour s'engager dans l'action, à la mise en place d'une rencontre, voire même d'un processus en fait, visant à renforcer leur capacité à agir, à se rendre visible, à s'exprimer, à transformer leur quotidien, mais aussi la société. Donc pour ça, on s'est regroupé, on a élaboré le programme à partir de leurs besoins donc pour agir. On a mis en place une rencontre et grâce à un accompagnement technique aussi, les femmes ont élaboré des outils de plaidoyer, de visibilité pour se rendre visible, pour dire stop, pour dire maintenant on agit et pour que ces outils servent aussi à un plaidoyer plus fort à l'extérieur. Donc il y avait 3 thèmes essentiels. Il y avait la prise en charge médicale, le rapport avec le médecin, je l'expliquais tout à l'heure, le vécu des traitements est plus ou moins difficile, en particulier quand on est femme. Donc un message adressé au médecin pour qu'elle soit entendue, écoutée, regardée, dans une situation où souvent le médecin est plutôt préoccupé par l'efficacité du traitement, ce qui est aussi à son honneur, mais manque de prise en compte de la personne, en fait, de ce qu'elle vit. Aussi tout ce qui concerne les revendications autour de la sexualité, face au constat justement que les personnes voudraient pouvoir rencontrer des personnes, des partenaires, sans que la séropositivité soit une raison d'exclusion, de stigmatisation. Donc elles ont construit ce clip qui s'appelle La Disance, et puis un clip sur la piscine, qui s'appelle La Piscine, et qui vise un peu à dire ce n'est pas parce que je suis séropositive que je n'ai pas le droit de vivre, et qui vise à... Je ne suis pas contagieuse. Voilà, et donc avec des femmes là, quand même, il faut le souligner, qui ont accepté pour la première fois de se rendre visibles, d'exposer leur visage, parce que c'est un acte de militantisme aussi, que de se montrer, que de dire je suis séropositive et je l'assume et je suis une femme comme les autres et j'ai des qualités. Et la disance, la disance, donc, c'est en opposition à médisance. C'est un mot qui est né et qui vise... Alors, on a déjà la dissibilité qui existe, mais qui a une notion autre, puisqu'il s'agit de parler aussi autrement de sa séropositivité, c'est-à-dire de façon plus positive. Et pour changer en profondeur le regard que la société peut avoir sur les séropositifs. En donnant un exemple, parce qu'on n'a pas vu tout le clip, typique d'une situation, et tout à l'heure, Tina l'expliquait aussi, c'est qu'une femme séropositive connaît peut-être mieux les risques qu'une femme qui ne connaît pas son statut. Et que donc un partenaire qui aurait le choix... Voilà ce que ça a de positif. Voilà ce que ça a de positif. C'est aussi quelqu'un qui est en capacité de prendre soin de sa santé, de celle des autres. Elle donne cet exemple-là, mais c'est pour dire ça, la séropositivité n'enferme pas l'individu dans une maladie, mais c'est aussi une richesse. Et puis même, je suis une femme, je suis riche, je ne suis pas que séropositive. Donc c'est tout ce travail qui a été fait autour Nous allons donc prendre... Merci Cynthia pour ces présentations-là. Nous allons prendre madame depuis un gros moment au téléphone en attente. Nous en sommes désolés. Bonjour, vous avez la parole. Oui, bonjour Lydie. Je vous félicite tout d'abord pour votre émission. Merci. Et donc, je voudrais donner mon point de vue concernant le sujet sur le sida. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec la dame qui a intervenu tout à l'heure. Parce que je me présente déjà, je suis congolaise, je suis française mais d'origine congolaise. Et donc quand on voit dans les pays africains, généralement les hommes qui ont 7 bureaux, à cause de la pauvreté, donc les femmes elles sont obligées de sortir avec des hommes comme ça, à cause de l'argent, pour pouvoir avoir de l'argent pour s'habiller, pour manger et faire tout ce qu'on peut faire avec. Et donc un homme comme ça qui a plein d'argent et qui a 7 femmes, comment il va faire pour satisfaire toutes les femmes?
c'est pas possible. Donc, il va leur donner de l'argent, mais sexuellement, il pourra pas les satisfaire. Donc, ce qui va pousser les autres femmes d'aller tricher un peu à gauche, à droite. Donc, du coup, ça devient comme un cercle vicieux. Qui couche avec qui fait quoi, on ne sait pas. Et donc, la maladie, facilement, elle se répand comme ça. Et une fois que tu fais le test et que tu sais que tu as atteint du sida, le simple fait de savoir que tu as ce virus-là, tu meurs même avant même de commencer le traitement. Parce que pourquoi en Afrique, généralement, hein, quand on sait qu'on a atteint du sida, on est délaissé. On a même peur de toi, on a même peur de te faire la bise. C'est comme si tu étais vraiment le diable incarné. Donc, tout à l'heure, quand le monsieur a intervenu en disant oui, c'est toujours les Noirs la source du sida, je dis mais oui, bien effectivement. Parce que même en étant en France ici, on voit toujours nous les Noirs avec toujours nos hommes qui ont toujours plusieurs femmes qui ne peuvent pas se contenter d'avoir une seule femme, et c'est difficile et c'est dommage. Et donc j'espère que le médicament va être trouvé très vite, hein, le médicament de la fidélité également. Donc voilà, Madame Lady, c'était mon point de vue pour ce matin. Merci, Madame, pour votre appel. En attendant donc que le médicament soit trouvé, la vie doit pouvoir continuer. Je voudrais qu'on en revienne donc à Ikambéré. Déjà rappeler la date, le lieu. Alors, la rencontre, c'est demain, samedi le 28 janvier, oui. Donc 2012, où cela se passe. Est-ce que c'est ouvert au grand public? Au 39 boulevard Anatole France, à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Voilà, où le bus 255 qui s'arrête vraiment à côté. Et... Tout le monde peut venir ou est-ce que quels sont qui attendez-vous? On attend les messieurs qui sont infectés par le VIH. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer pendant cette rencontre? Alors, c'est un moment de convivialité qui est animé par une assistance sociale. Hein, quand même, il y a quelques professionnels qui restent là. Alors, c'est un moment de convivialité, de discussion, d'échange, et puis on fait un repas qui permet justement d'animer cette convivialité, et puis les uns, les unes et les autres, voilà. Et puis, quelquefois, on met de la musique, et puis ça commence à 15h, ça finit à 20h, voilà. Et on fait rien de spécial, hein, c'est juste un moment de rencontre, d'échange, de discussion, voilà. Nous avons un monsieur à Toulouse au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Lydie. Bonjour. Je voulais juste intervenir pour dire que le médicament du sida est déjà trouvé. On l'a déjà. C'est juste la fidélité. C'est tout. C'est le seul médicament, la fidélité. Merci. Merci pour votre intervention pertinente. Alors, la fidélité, médicament, nous dit ce monsieur. Oui, Ikambéré, encore une fois, vous accompagnez les femmes. Tout ce que vous avez entendu qui se dit au téléphone, est-ce que c'est ce que vous confient les dames que vous recevez? Alors, les femmes, il ne faut pas oublier que les femmes que nous rencontrons aussi, ce sont des femmes qui sont en grande souffrance, oui, en grande vulnérabilité. La majorité ont été contaminées par les relations sexuelles. Conjugales ou extra-conjugales, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous posez la question? Est-ce qu'elles en parlent? Alors moi, j'évite de demander qui a contaminé qui, parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'accompagner la personne que j'ai en face de moi, qui est en souffrance, et vraiment, j'évite de dire « Ah, toi, tu as été contaminé comme ça, toi, c'est comme... Il y a un beau virus. » Non, ce n'est pas mon rôle. Le rôle, c'est que le virus est là et qu'il faut lutter, qu'il faut tendre la main à la personne pour qu'elle puisse se lever, qu'elle puisse marcher comme tout le monde, qu'elle puisse accéder à l'autonomie. Et c'est vrai que on a parlé de désir d'enfant, ça c'est un point important pour les femmes que nous accompagnons. Le désir d'enfant, c'est ça qui permet aussi à la femme d'être pleinement femme. C'est aussi vraiment avoir un enfant pour une femme séropositive, c'est quelque chose de très très important, de voir que c'est une femme, comme disait Tina tout à l'heure, c'est une femme comme tout le monde. Elle peut avoir un mari, une famille, des enfants qu'elle aime, des enfants qu'il aime aussi. Et nous, on accompagne justement les femmes pour qu'elles puissent vraiment accéder à le statut social de femme. Hein. Statut social de femme, être une mère, être une épouse. C'est pour cela qu'on organise des rencontres. Hein. C'est pour vraiment qu'elles se sentent bien dans leur démarche de recherche d'une vie de couple. Alors, c'est important peut-être de revenir sur les possibilités de la maternité sans risque de transmission pour l'enfant, parce que des dames, certainement, dans cette situation, nous écoutent et il y a de gros points d'interrogation. Comment fait-on pour donner naissance à un enfant quand on est une femme séropositive sans que l'enfant, lui, ne soit infecté? Qu'en est-il exactement?
Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose, en France en tout cas, qui pose moins de problèmes. Quand une femme veut concevoir, qu'elle mette en place un projet avec son médecin et que la femme est bien suivie et que le partenaire est au courant, généralement, le risque est quasi nul, hein. Moins de 1% d'enfants contaminés. Donc, si le traitement est efficace, si le traitement est bien pris à temps et que la femme est bien suivie et que vraiment c'est un projet qui a été mis en place avec son médecin, et le risque est quasi nul. Est-ce que c'est quand même, comme on dit au village, de la loterie quelque part? On a beau avoir pris toutes ces précautions, est-ce qu'il peut arriver, bien que le traitement soit bien pris, bien que ci, bien que ça, bien que le projet soit mis en place par le médecin, est-ce qu'il peut arriver malgré tout que... Le risque n'est pas... Enfin, c'est comme utiliser un préservatif, il peut craquer, il peut y avoir toujours... Le risque nul n'existe pas. Est-ce qu'il y a moyen de savoir, quand l'enfant est dans le ventre de la mère, s'il est infecté ou pas? Non, en revanche, je crois bien que l'enfant bénéficie d'un traitement à la naissance aussi, dans tous les cas, parce que même si la mère est séropositive, il va avoir des anticorps VIH, donc il bénéficie d'un traitement. Donc, et ce traitement a quel effet sur l'enfant aussi. Donc il y a le traitement de la maman, l'empêcher de développer la maladie, ou est-ce que pour l'empêcher de développer la maladie, qu'il a déjà ou qu'il n'a pas, qu'il pourrait avoir, qu'il pourrait avoir. Alors tout de même, pardonnez-moi de demander des précisions, parce que là on parle de l'enfant. Comment se passe la conception? Est-ce que la conception de la femme séropositive, parce que pour ce que l'on en sait, quand il y a la séropositivité, pour que le conjoint ne soit pas lui infecté, il y a l'usage du préservatif. Est-ce que c'est bien cela? On peut utiliser le préservatif, mais là, ce que les médecins disent, notamment, je peux citer le docteur Katlama, que quand le traitement est bien pris et que la femme est indétectable, que les T4 sont bien élevés comme presque normal, on peut s'autoriser un rapport non protégé qui vraiment, par exemple, lors de l'ovulation, qui ne peut pas contaminer le partenaire. Voilà. Donc, mais de cela, on ne peut pas le faire tout le temps, mais on sait que le traitement aujourd'hui, quand il est bien pris, c'est un moyen de prévention. Donc, toutes les personnes qui nous entendent, il faut qu'ils prennent bien le traitement quand ils sont indétectables. Quand vraiment... Et ça, c'est le médecin qui le dit, ça passe chacune devant son médicament qui décide. Voilà, si le traitement est bien pris et que la personne est indétectable, le risque est vraiment quasi nul. Voilà. Et là, on peut mettre en place une grossesse avec son mari, mais ce qu'on conseille aussi, il faut que le partenaire aussi soit au courant. Ça, c'est très, très intéressant, c'est très important que le partenaire sache. Après, c'est vrai que ce n'est pas évident aussi parce que, comme ça a été souligné depuis tout à l'heure, la méconnaissance des modes de contamination font que certains maris, alors qu'ils ont vécu ensemble des années, alors que le monsieur n'est pas contaminé, mais une fois que la femme franchit le pas de dire à son mari, voilà le problème tel qu'il se pose, je suis contaminé, alors le monsieur fuit, le monsieur a peur. Il y a certains qui restent un petit moment, mais après qui fuient. Alors qu'il n'y a pas... Si la personne n'a pas été contaminée depuis des années, ce n'est pas parce qu'on lui dit que la personne va être contaminée. Non, au contraire... On ne devient pas contagieux parce qu'on l'a dit, alors qu'on a toujours été malade depuis longtemps sans le dire. Au contraire, je pense que les messieurs qui ont ce message, que la femme avoue, ça c'est la positivité, c'est vraiment une marque d'amour. Une marque d'amour profonde, c'est une marque de protection. Et je pense que c'est là une chose très, très importante, parce que partout où, justement, la dame de tout à l'heure a parlé des messieurs qui vont à gauche, à droite, toutes ces femmes-là que les messieurs voient à gauche, à droite, ne vont pas leur dire, alors que peut-être elles sont contaminées. Alors que la femme qui avoue ça, c'est la positivité à son mari, c'est vraiment une marque d'amour. Il faut que le monsieur accepte d'accompagner et de vivre avec cette femme. Ils peuvent vivre comme tout le monde. Il n'y a aucun problème avec l'accompagnement des médecins, la protection, l'affection. Tout peut bien se passer. Alors revenons rapidement sur les modes de contamination, pour quand même ne pas laisser les gens sur des idées reçues. Le mode de contamination, Cynthia? Essentiellement sexuelle, en fait, par voie sexuelle. Oui. Donc là, les femmes aujourd'hui, leur principal mode de contamination, c'est par relation hétérosexuelle.
Alors, le VIH est présent dans les liquides sexuels, donc le sperme, mais aussi les sécrétions vaginales des femmes. Donc, il y a des pratiques sexuelles plus ou moins à risque. C'est là qu'on parle aussi de réduction des risques quand on face à un rapport qu'on ne peut pas protéger ou qu'on ne peut pas pour une raison quelconque. On peut peut-être privilégier des pratiques qui sont moins contaminantes. Par exemple, la pénétration est la pratique la plus contaminante. Après, les rapports oral-sexe le sont un peu moins. Donc, voilà. Mais reste à risque. La contamination par voie sanguine aussi, évidemment, donc, qui peut intervenir par échange de sang, qu'on a observé pendant de nombreuses années, qu'on continue à observer, mais à moindre mesure, chez les injecteurs de drogue par voie intraveineuse, par exemple, même si le sang peut aussi être présent chez les femmes, chez les hommes, parce qu'il y a des micro-lésions parfois dans le corps et sur les muqueuses qui peuvent aussi transmettre le VIH. Mais enfin, il faut quand même qu'il y ait 2 portes d'entrée. Donc c'est essentiellement par pratique sexuelle, voie sexuelle, pénétration anale, pénétration vaginale. Et puis voilà. Donc pour réduire les risques, on a des moyens de prévention, l'usage du préservatif et aussi, comme on l'a rappelé, le traitement aujourd'hui qui, quand on est séropositif, réduit considérablement les risques de transmission et les rend à peu près égaux à ceux du VIH. Et puis la réduction des risques, donc c'est parfois privilégier des pratiques, comme je disais, qui réduisent une contamination plutôt qu'une autre pratique. Nous allons, je ne sais pas, pardon, pour des idées reçues, c'est en tout cas la contamination du VIH ne se fait pas par les moustiques, voilà, non. Oui, on peut se demander, on s'est toujours, personnellement, je me suis toujours posé la question, le moustique qui transporte le sang de Pierre à Paul ne transporterait pas, il est foudroyé lui-même par le virus, le cas échéant. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est un petit peu dubitatif là-dessus. On n'a pas de réponse concrète, je le dis de façon un peu amateur. On n'a pas de réponse concrète par rapport justement aux moustiques. Ne dites pas de réponse amateur parce que comme on a déjà des personnes qui qui nous cherchent des sur la tête. C'est clair. Pas de contamination par le baiser, où il faudrait vraiment qu'il y ait un échange de sang énorme, parce qu'on peut toujours dire oui, mais si j'ai une naphte, si je viens de me couper, si ceci, oui. Si j'ai la bouche qui saigne parce que j'ai une extraction de dents, c'est pas le moment où on va faire des bisous, normalement. Donc, en cas de consolation nécessaire, pas par le bouche à bouche. Pas par le bouche à bouche. Pas dans le métro parce qu'on est assis à côté de quelqu'un qui est séropositif. Pas en buvant dans le même verre, donc pas par la salive de manière générale. C'est important de le rappeler tout de même. Voilà, donc ça reste quand même limité. Je voulais savoir si en régie, nous avions notre piscine depuis le début. Est-ce que c'est au montage, il y a peut-être une petite boulette, mais si on l'a depuis le début, on va la voir. Et je voudrais vous redonner la parole. Je n'oublie pas que vous êtes certes secrétaire général de KEASA, mais vous êtes journaliste aussi. Et le rôle des médias dans tout cela, en direction des femmes notamment. Enfin, pour être un petit peu franc, je dirais que le rôle des médias dans justement cette espèce de campagne de prévention a été... je dirais médiocre, pour dire les choses de façon un peu crue, dans le sens où il y a la plupart des magazines, même des magazines féminins, qui peuvent exister autant dans l'Hexagone que dans les pays africains, n'ont pas justement pris à bras-le-corps cette espèce de mesure de prévention, comme on peut le voir. Je parlais tantôt du préservatif féminin, qui n'a pas été plusieurs fois mis en exergue, notamment. Voilà, on n'a pas vraiment dit aux femmes, il est important pour vous le port du préservatif féminin, par exemple. Ça n'a pas été... Voilà. Et oui, les pouvoirs publics ont forcément un rôle à y jouer. Mais je pense aussi que les médias, dont la plupart sont privés, avaient aussi un rôle à jouer justement là-dessus. Même au niveau du rôle des féministes, qui auraient pu justement motiver un peu ça, n'ont pas toujours... Tiens. Tout d'un coup, elles auraient pu monter au filet. Elles ont quand même agi, mais à compte-courant, je pense. À compte-courant. Je pense que c'est maintenant, je le dis de façon sincère, c'est maintenant que les médias devraient peut-être prendre en compte cette espèce de campagne de sensibilisation. Là. Sinon, à mon humble avis, rien n'a vraiment été fait dans le but de conforter la dédramatisation du VIH-Sida, je pense, en termes de médias. En termes de médias, en termes de publicité, même on le voit aujourd'hui à la télé ou dans les médias papier, il n'y a pas de publicité qui est vraiment faite. Comme je viens de voir dans votre campagne, que je trouve excellemment bien fait, il n'y a pas de... C'est ce que je veux justement, qu'on mette l'accent sur la prévention. Au lieu de toujours rester là à parler, comme nos téléspectateurs ont pu le constater, l'infidélité, c'est bien beau, mais je pense qu'en mettant l'accent sur la prévention, c'est quand même l'une des mesures les plus phares pour contrer justement cette maladie, je pense. Après, bon, il est bien beau de dire infidélité des hommes, des femmes, c'est certes... Vous n'étiez pas concerné, non, absolument pas, je ne suis pas concerné, mais je veux dire, c'est quand même important de miser sur la prévention
miser aussi sur la dédramatisation, comme nous l'a rappelé Tina, c'est pas la fin du monde, comme on dit. Hein. Avoir le VIH. C'est le début d'une autre vie. Voilà, c'est le début de notre vie. La vie continue. Il faut prendre cette dimension humaine avant tout. Et je pense pas que... voilà, je pense peut-être au début des années 80, c'était diabolisé le VIH-Sida. Mais maintenant, je pense que c'est une maladie comme toute autre. Il faut beaucoup mettre l'accent sur ça en lieu place de parler de... Tout en voulant trouver le juste équilibre, justement, parce qu'il ne faut pas non plus complètement la dédramatiser pour que les gens continuent néanmoins à se protéger. Dédramatiser dans le sens où, par rapport aux années précédentes, je veux dire, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est une maladie chronique. Voilà, parce qu'avant, quand on disait, tu as le sida, mais tu dis, mais je vais mourir demain, ou tu te vois, tu as une espèce d'image squelettique, enfin, c'était vraiment ce qui existait avant. Mais je pense que maintenant, avec les antirétroviraux qui existent, il n'y a plus de risque d'avoir peur. Et j'aimerais, si vous me permettez, très rapidement rebondir sur les risques de prévention chez les femmes. Vous l'avez parlé, vous avez dit ça tout de suite. Au niveau des tests cliniques, je pense qu'il est important de savoir qu'il n'y a que 18% des femmes qui sont impliquées dans les essais cliniques, ce qui est extrêmement dommage, je pense. Parce qu'on sait que autant les traitements antirétroviraux ont les mêmes traitements, ont les mêmes effets exactement sur les hommes et que sur les femmes, mais autant les effets secondaires sont 3 fois plus difficiles à supporter pour les femmes. Tout à fait. Donc clairement, les médicaments sont testés sur des hommes, mais ça n'est pas que pour les médicaments dans ce contexte-là. Dans tous les médicaments en général, les tests sont souvent effectués sur les hommes, et après, ma foi, les femmes sont curieuses de voir qu'ils leur poussent de la moustache, quelquefois. Et ça, on avait... les traitements ont quand même une concentration autre dans le corps d'une femme, donc ça a des effets, c'est un objet de revendication effectivement des associations et de aide en particulier aussi. Et d'ailleurs, lors de cette rencontre, a émergé le projet de travailler en partenariat avec des chercheurs pour mettre en place un recueil. Ça sera un projet assez technique, donc on n'a pas encore... Moi, je n'ai pas les éléments, on est en train d'y travailler, pour mieux recueillir en fait les effets indésirables vécus par les femmes, au moins déjà commencer par ça, et qu'ils soient mieux pris en compte par les médecins. Mais en effet, après, il y aurait tout un travail de fond à faire au niveau du développement des traitements, au moment des essais cliniques, et c'est assez compliqué. Oui, c'est clair, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui doit... Alors, nous allons prendre Madame Assurène, et puis nous en reviendrons, Bernadette, à comment vous fonctionnez au long cours, parce que ça fait, je disais tout à l'heure, 15 ans et 25 ans, ce n'était pas vos âges, mesdames, non, 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 c'était la durée de votre travail sur le terrain en termes d'association. Madame Assurène, vous avez la parole. Oui, bonjour Lézy. Bonjour. En fait, c'était pour intervenir au niveau du sujet femmes et séropositives. En fait, moi j'ai un conseil à donner à la plupart des femmes, sinon à la plupart des gens, de tout le monde, je dirais, c'est d'avoir le courage de faire son test. Et une fois qu'on a le courage de faire son test, déjà c'est un pas. Bon, si malheureusement quelqu'un fait son test et qu'il est infecté, bon, c'est dommage, mais bon, il y a toujours une solution, il y a des conseils, il y a des médicaments, il y a un traitement. Et si par chance la personne n'est pas infectée, je pense qu'elle prendra plus conscience de sa vie sexuelle. Parce que déjà, quand vous faites le test, croyez-moi, quand vous faites le test et que vous êtes séro-négatif, vous avez plus conscience déjà de la maladie, vous faites beaucoup plus attention et vous avez une vie beaucoup plus rangée et vous vous protégez et vous protégez votre entourage. Et à la dame qui a l'association à Pantin, j'aimerais savoir, déjà nous, ici en France, les Afro-Caribéennes, on se fait des coiffures avec des aiguilles, donc les tissages. J'aimerais savoir, est-ce que les aiguilles sont contaminées? Parce que bon, pour certains qui ont fait le test de VIH et qui sont séronégatifs, prennent beaucoup de précautions en allant se coiffer. Par exemple, quand on va se coiffer, moi je prends mon exemple, je vais toujours avec mon aiguille, avec mon fil, ma paire de ciseaux, mon peigne, parce que j'ai un peu peur. Ça, il faut que je l'avoue, j'ai un peu peur. Donc, chaque fois que je vais me coiffer, je prends mes instruments. Et de peur de... Voilà, par mesure de précaution. Donc, j'aimerais savoir si toutes celles qui se font faire des tissages avec des aiguilles, voilà, des aiguilles que tout le monde utilise, est-ce qu'il y a un risque de contamination? Donc, merci. Voilà, ma question. Pour vos questions qui ne sont pas anodines du tout. Et en plus, la main fine, c'est des aiguilles fines pour coudre les cheveux ou coudre des vêtements. Mais au sens commun, comme dit madame, quand on va chez la coiffeuse, si on veut se faire des cheveux longs comme une déesse, est-ce qu'il faut revenir avec son aiguille parce qu'on ne sait jamais? Alors, d'une part, je pense qu'un salon qui est bien tenu, chaque outil est
stériliser avant le prochain usage. Mais comme on n'a pas de visibilité sur la tenue des salons de coiffure en général, vaut-il mieux, par mesure de précaution, venir avec? Je pense que je pense que c'est nul quand même parce que quand on fait un tissage, on touche que les cheveux. On ne va pas toucher le corps. Je pense qu'au-delà du VIH, alors il y a le VIH. Le VIH est un virus qui résiste peu à l'air libre. Donc en général, il meurt très rapidement. En revanche, il y a d'autres virus qui sont beaucoup plus résistants, et notamment des hépatites, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les hépatites, c'est quand même... l'épidémie est très importante, et souvent les personnes sont aussi bien affectées par le VIH que les hépatites. Donc le risque, je dirais, il est plus fort. S'il y a un risque, il est plus élevé vis-à-vis des hépatites virales, qui sont des pathologies vraiment problématiques. Quand on ne sait pas, je pense que cette personne a raison d'amener son aiguille. Et c'est vrai pour les hommes aussi, quand ils vont chez le coiffeur se faire couper la barbe, je ne sais pas quoi, il faut mieux ramener sa lame de rasoir. Le risque zéro n'existe pas. Bon, par mesure de prévention peut-être, mais est-ce logique finalement de tout le temps aller chez le coiffeur? Bon, c'est assez technique, mais bon, je pense que le risque zéro n'existe pas. Peut-être, je dirais. Non, mais alors dans je pense. Dans le doute. Dans le doute, abstiens-toi, comme on dit, mais je ne pense pas qu'il faille forcément. Ça va créer une espèce de psychose. Hein. Le VIH n'est pas aussi. Voilà. Parce que les gens qui tiennent des salons aussi ne veulent pas que les gens soient contaminés dans les salons. C'est vraiment quelque chose de. Je pense que les gens font très attention. On parle du VIH, tu parles des hépatites, il y a aussi des pellicules, il y a d'autres choses. Et je pense que tous les responsables, vraiment les responsables des salons, font très attention et stérilisent les outils avant l'usage. En tout cas, je crois qu'il ne faut pas hésiter à demander. Bien sûr, il faut. Ça peut aussi, je suis tout à fait d'accord. Alors, certes, il y a la prise de conscience de celui qui tient le salon. Mais la prise de conscience n'est pas nécessairement, je veux dire, contagieuse. C'est-à-dire quand on a du personnel qui est un tout petit peu négligent, tout peut arriver. Hein. Ça n'est pas l'intention première de la personne qui tient ce lieu de prestation, mais la question, en tout cas, mérite d'être posée. J'ai entre les mains donc ce guide pratique bien-être qui a été donc produit par Aide. Je vais le montrer à la caméra, mais surtout, Cynthia, dites-nous de quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est en fait, c'est un CD-ROM, c'est un guide. Je vais y arriver. Qui pour aider les animateurs d'ateliers, pour aider les personnes qui souhaitent mettre en place des ateliers à destination des femmes d'origine africaine. Donc où on aborde toutes les déterminants liés à la santé sexuelle. Et donc l'idée est de renforcer essentiellement les capacités des femmes à agir sur leur santé sexuelle. Donc il y a plusieurs ateliers pratiques avec des objectifs, le déroulé, le timing des exercices d'animation et puis une petite synthèse sur la prévention, réduction des risques, sur le plaisir sexuel féminin, sur l'estime de soi aussi, on en a parlé tout à l'heure et Cambéré nous a donné des exemples. Sur les rapports hommes-femmes, on travaille sur la question de représentation partagée où des ateliers sont réservés aux hommes exclusivement pour travailler sur la représentation de la sexualité des femmes, mais aussi un partage homme-femme et puis aussi tout ce qui est discrimination, disabilité. Donc ça permet l'émergence de la parole autour de ces thématiques et puis un échange entre les participantes et évidemment un apport d'informations et de stratégies pour, par exemple, arriver aussi à négocier un rapport protégé avec son partenaire quand on est en situation où c'est difficile, donc ce qu'on observe aussi souvent. Donc c'est un usage pratique pour améliorer la santé sexuelle des femmes d'origine africaine. Je pourrais peut-être revenir rapidement, excusez-moi, sur la dame. Tout à l'heure, a parlé du dépistage et peut-être qu'effectivement, ce serait bien d'insister dessus. C'est vraiment la première étape de la prévention. Connaître son statut sérologique, bénéficier d'un traitement, c'est la première démarche de la prévention. Et aujourd'hui, on peut aussi bénéficier de tests rapides, ça s'appelle les TROD, qui permettent d'orienter vers un dépistage. Et en 30 minutes, on peut avoir une indication sur son statut sérologique. Donc ça permet d'éviter d'aller dans un CDAG, parce qu'on observe aussi des pertes des personnes qui ne viennent pas chercher leurs résultats parce qu'il faut un délai assez grand. Donc là, c'est des tests rapides. Et pour en bénéficier, on peut appeler des associations comme Aide, qui proposent des actions de dépistage rapide avec un accompagnement évidemment à l'annonce du résultat et ensuite une orientation vers un dépistage clinique classique.
D'accord, très bien. Je voudrais, ça fait de nombreuses années que vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur cette question-là précisément et pas sur une autre? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez, au regard de l'expérience et tout ce que vous avez eu comme enrichissement, qu'est-ce que vous voudriez vous aussi faire passer comme message aux femmes d'abord, aux hommes ensuite? Alors, ce qui m'a motivée, c'est tout simple. En fait, j'ai fait un travail de mémoire à l'école des hautes études en sciences sociales sur les femmes et les enfants immigrés touchés par le sida vivant en Île-de-France. Et à l'époque, j'avais un travail à temps partiel à Solancy et donc ça me permettait aussi de faire mes enquêtes. Et c'est là que j'ai compris, en fait, à Solancy, on accueillait les enfants, les femmes aussi, bien sûr, mais les femmes n'avaient pas assez de place pour rester, parler de tout, de rien. Il y avait tout un travail d'accompagnement, bien sûr. Alors après, je me suis dit, il faut que je puisse créer un lieu où les femmes vont s'opposer, et un accompagnement vraiment soutenu pour les femmes, un lieu pour les femmes. Elles se retrouvent, elles échangent les expériences, et elles se retrouvent finalement parce que j'avais constaté un problème d'isolement, un gros problème de solitude, et de désorganisation. Le fait d'être perturbé, c'était en 95, ça fait très longtemps. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la mort imminente, lors de l'annonce, sentir que la mort est imminente. Alors que quand les femmes échangent entre elles, par exemple, quand une femme arrive à Ikambélé et qu'elle vient d'apprendre sa séropositivité, elle voit des femmes qui ont des enfants, qui travaillent, des belles femmes qui se portent bien. Cette expérience-là, c'est vraiment un témoignage pour elle qui lui fait comprendre qu'elle peut vivre avec. Bien plus que ce que pourrait lui dire un médecin. Ah, bien sûr, un médecin, un psychologue. Mais là, elle a vraiment une réponse en face. Elle a des gens qui lui parlent de comment elles étaient, de ce qu'elles ont vécu il y a 15 ans, 10 ans, 20 ans. Et elle se dit, 10 ans, 20 ans, donc j'ai toute une vie devant moi. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant, de très important. Il y a beaucoup de malades aujourd'hui qui sont isolés, mais je pense qu'ils peuvent gagner aussi en vouloir rencontrer les autres. Et ils peuvent faire beaucoup de choses à rencontrer les autres parce que l'isolement tue. Oui, bien plus vite que la maladie parfois. Exactement. Il est important de rappeler que vous êtes présente, votre association est présente dans les hôpitaux. Voilà. Vous êtes une multinationale. Alors dites-nous, où vous trouvez en dehors de votre lieu à Saint-Denis? On fait des permanences dans les hôpitaux, à la Pitié-Salpêtrière, à Thonon, à Saint-Antoine, à Cochin, à Bicêtre, à Villeneuve-Saint-Georges, à Colombes aussi. Il n'y a de la Fontaine. Plus aucun hôpital sans votre permanence. Combien de personnes dans Ikambéré, donc on regarde ce que vous décrivez là, aujourd'hui? Alors, une file active est 2790, bientôt 1800. Et vous parlez des femmes qui viennent vous voir? Voilà, non, du personnel et de l'équipe. 19 personnes. On est 19 personnes à travailler. Et chaque jour, donc, on reçoit 40 femmes. Vendredi, on peut aller jusqu'à 75 femmes qui viennent. Donc, Alors, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de femmes tous les jours, mais chez nous, chaque femme est individuelle. Chaque femme existe avec ce qu'elle est, avec ses problèmes, avec ses solutions adaptées. Donc, on fait un accompagnement collectif, mais on privilégie l'accompagnement individuel. Parce qu'il faut travailler avec chaque femme, avec ses potentialités pour vraiment lui trouver des solutions qui lui sont adaptées. Le message aux hommes et aux femmes, alors, pour finir? Le message, c'est que le rendez-vous, c'est demain, de 15h à 20h. Et tous les hommes qui sont isolés et qui sont célibataires, et les mariés, donc, restez à la maison. C'est bien envoyé. Avec vos femmes. Voilà. N'allez pas embêter les célibataires. Voilà. Donc, et vraiment, on veut avoir des messieurs qui sont sérieux, qui sont séropositifs, mais aussi qui sont sérieux, parce qu'ils vont rencontrer des femmes qui sont sérieuses et qui veulent vraiment fonder une famille. Rappelez l'adresse rapidement. 39 boulevard Anatole France à Saint-Denis. Voilà. Le mot de la fin, Cynthia? Le mot de la fin. Oui. Ouh là là, il y a tellement de choses à dire. Là, c'est pas évident d'arriver
être synthétique... Alors, s'il fallait dire une seule chose au grand public sur la question de la séropositivité des femmes, qu'est-ce que ce serait? C'est voilà, c'est que c'est loin d'être une fatalité, que l'annonce est difficile, comme l'a dit Tina, que ça forcément ça bouleverse une vie, mais qu'il faut continuer à agir, à se battre, comme l'ont prouvé ces femmes qui ont réalisé ces clips, parce que se battre aussi, s'engager dans l'action, ça participe au bien-être. Et se battre ensemble, c'est-à-dire ne pas rester seul, là aussi rompre l'isolement, pour mener un combat solidaire et collectif. C'est important de venir utile aux autres aussi. Utile à la société, on reste soi. utile à soi-même. Ouais. Zakaria. Je vais emboîter un petit peu le pas. Emboîtons le pas, voilà, Cynthia. Je crois que c'est pareil. Hein, c'est la confiance en soi, comme Tina l'a si bien dit. La confiance, il faut se battre perpétuellement. Le combat est loin d'être fini. C'est vrai qu'il y a des avancées autant technologiques que scientifiques, mais je pense effectivement qu'il faut continuer à se battre. Voilà, et je pense un jour, j'ai foi, qu'un jour nous allons réussir à bouter le virus hors de la planète. Hein, je le pense. Et en attendant qu'on en arrive là, je voudrais, moi, rester sur ce qui est écrit sur ce petit préservatif féminin. Protection mutuelle, plaisir partagé. Et c'est ce qu'on peut souhaiter à tous nos téléspectateurs. Voilà, joliment dit, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter. Hein, voilà, protection mutuelle, plaisir partagé. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Tenez-nous au courant des avancées. Merci à vous qui avez été présents et rendez-vous dans une toute autre édition. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.